Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Toujours intéressant de la recevoir comme analyste politique avec grand plaisir. Je reçois cette semaine Mme Christine Moore. Madame Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Ça Mme fait Moore. toujours plaisir. Il faut dire que cette émission est enregistrée le 10 de mars, parce qu'encore là, en politique, il se passe tellement d'affaires, alors elle est enregistrée le 10 de mars. Et la dernière entrevue que j'avais faite avec Mme Moore, elle avait été enregistrée le 23 octobre dernier. Alors, on n'avait pas parlé du tout des élections américaines, ni de la fameuse journée du 6 janvier 2021. On va en discuter avec elle, mais on n'ira pas en profondeur, parce que j'en ai parlé avec tous mes analystes politiques à venir à date, que ce soit Marc Lemay, Daniel Bernard, et vous les connaissez tous. Alors, mais avec elle, j'en ai pas parlé. Juste avoir un son de cloche à elle. Alors, c'est avec ça qu'on va débuter. Madame Moore, justement, comme je le disais en entrée d'émission, suite à l'élection de Joe Biden, 3 dates qui sont restées marquées et que je crois qu'ils vont faire l'histoire. Dans 25, 30, 40, 50 ans, on va en parler encore, j'en suis persuadé. C'est le 3 novembre, la journée du vote. Le 6 janvier 2021, l'assaut sur le Capitole. Et le 20 janvier, assermentation de M. Biden. Si on prend le 3 novembre, ça s'était quand même bien passé lors du déroulement du vote. Il n'y avait pas eu d'anicroche trop. On craignait différentes affaires dans plusieurs États, mais ça avait bien passé. Oui, bien, ça s'est quand même bien passé. Il reste que le vote par la poste a pu être un peu problématique. Voilà. Oui. Tenir une élection en pleine pandémie, c'est évident que ça allait représenter ses défis. Mais comme tel, oui, au niveau des observateurs internationaux, il n'y a pas eu de dérapage majeur qui a été souligné par les observateurs indépendants internationaux qu'il y a à chaque élection, incluant au Canada. Alors, le 3 novembre, c'était correct, mais là où ça a débordé réellement, puis ça, c'était malheureux, c'est le fameux l'assaut sur le Capitole le 6 de janvier, où on officialisait l'élection de M. Biden à titre de 46e président des États-Unis. On dit que cet assaut-là était des pro-Trump, c'est sûr. Et puis, il y a eu 5 morts. Même il y en aurait eu rien qu'un, ça aurait été de trop. Mais il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres également. Il y en a eu 5. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. C'est une chose qui n'était jamais arrivée. Jamais. Puis tout ça dû au fait que Trump a soulevé ses troupes puis qu'il n'a jamais accepté sa défaite. Est-ce que ça vous a surpris, cet assaut-là? Parce que vous l'avez sûrement vu comme tout le monde. Oui et non. Une des problématiques, selon moi, qu'on a beaucoup de difficultés à adresser au niveau politique, c'est toute la montée des conspirationnistes, des gens qui mettent en doute. Et je trouve que l'approche n'a pas nécessairement été la bonne. Par exemple, quand on a demandé aux gens, quand on a demandé de commenter les résultats de l'élection américaine, les intervenants ont dit c'est l'élection la plus sécuritaire qu'on a eue, tout a été merveilleux, il n'y a aucun problème, tout va bien. Donc, quand on dit des choses comme ça, on balaie du revers de la main toutes les interrogations des gens qui se posent des questions. Et je crois que cette attitude-là n'est pas la bonne à adopter. Je crois que si on avait dit, oui, il peut avoir eu certains problèmes avec l'élection, mais on est confiant que les quelques problèmes qu'on a constatés n'auraient pas pu changer le résultat de l'élection. Donc, oui, il y a quelques votes ici et là que, on se demande, mais quand on fait le total, on est persuadé que ça n'aurait pas changé le résultat de l'élection. Et peut-être que si on avait eu une approche un petit peu plus conciliante pour dire oui, on tient compte des préoccupations que les gens expriment, on les valide, on les vérifie, on s'assure que quand des gens émettent des doutes, on s'assure de vérifier ce qu'il y en est parce qu'on veut être sûr de nos résultats. Et on peut vous confirmer qu'on a tout vérifié et que le résultat de l'élection n'aurait pas été changé. La façon dont on a abordé ça, je crois que ça a jeté de l'huile sur le feu avec tous ceux qui ont une approche un peu plus conspirationniste de la politique.
Et c'est un défi qui s'est présenté aux États-Unis, mais qu'à à moyen, long terme, ça va se présenter partout. Donc, il va falloir trouver des solutions pour mieux expliquer les choses aux gens, avoir plus de transparence dans nos processus, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux servent à promulguer des idées, si on peut dire, qui dérapent un peu. Et il faut apprendre à adresser ces idées-là. Et quand on les balaie du revers de la main, ben, les gens ont tout de suite l'impression, ils se braquent, ils se disent c'est parce qu'ils essayent de nous cacher des choses qui tassent nos interrogations. Tout ça mis ensemble, c'est un Oui, petit peu ça qui a fait... qui crée les climats explosifs qu'on a au Voilà. niveau politique. Les gens ont beaucoup perdu confiance dans les institutions politiques et il va falloir trouver un moyen pour ramener cette confiance-là si on veut éviter des débordements comme on voit actuellement. Et le fameux 20 janvier, la journée de l'assermentation de M. Biden comme le 46e président des États-Unis, une première. Le président sortant n'était pas sur place. Je crois que personne ne voulait le voir, par contre. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, ça, j'en suis persuadé. Et puis, la fameuse lettre qu'il aurait laissée dans un tiroir, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y avait décrit dessus. Mais ce sont des... C'est de moindre importance. Ben, je crois que M. Biden n'attendait pas avec impatience la lettre de M. Trump. Avec ses mots d'amour dedans. Je ne crois pas qu'il l'attendait avec impatience et que c'est la première chose qu'il aurait regardée en arrivant dans son bureau de toute façon. Et je crois qu'avec ce qui s'était passé, M. Trump a senti qu'il n'était pas le bienvenu à la sermentation et je crois que, même si c'est anormal, qu'il a pris la bonne décision dans les circonstances de ne pas être là. Je pense que c'est ce qui était le préférable pour tous. Il a aimé mieux prendre Marine One, après ça, son fameux jet privé, puis s'en aller dans l'État de la Floride. C'était mieux pour lui, puis c'était mieux pour tout le monde aussi également. Cette ère-là est terminée. En tout cas, est terminée. On en entend en tout cas beaucoup moins parler de M. Trump. Des fois, le silence, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Des fois, on est mieux de l'entendre parler que de le rendre silencieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais actuellement, il est hors contexte. Il est à l'extérieur des médias. Est-ce que c'est de bon augure? Ben, on va voir ce qui va se passer, mais tu sais, moi, je ne serais pas surprise que le nom de Trump revienne, mais pas nécessairement celui de Donald. Ivanka a été très proche. Oui, Ivanka a été très impliquée. Oui, sa fille, c'est vrai. Donc, on va voir sur le plus ou moins long terme, mais étant donné son âge aussi à M. Trump, je crois que peut-être qu'il va pousser un de ses enfants à prendre le relais politique plus que lui poursuivre à long terme. Parce que la prochaine élection, il va quand même avoir 78 ans. Il y en a 74, si ma mémoire est fidèle. Là. Fait qu'à 78 ans. Ça commence à être plus difficile pour parce qu'on voit M. Biden aussi, là, qui, lui, a 76 ans, je crois, actuellement. Oui. Et puis, il va en avoir 80 à la prochaine élection. Oui, bien, il y a plusieurs personnes qui s'attendent qu'il ne soit pas capable de compléter son mandat. Voilà, et dans une de mes questions ici que j'avais, M. Biden est-il un président de transition? Et je pense que oui. Bien, il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui disent que dans les faits, c'est Kamala Harris qui est la présidente. Elle est sur toutes les lèvres. Bien, il y a plusieurs personnes qui disent que Kamala Harris n'est pas la numéro 2 aux États-Unis. OK. En sous-entendant que c'est pas mal plus elle qui dirige. Mais ça, je vois pas l'interne. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qui transparaît en surface. Mais c'est des commentaires que j'entends souvent, là, qu'elle a beaucoup plus de place dans les décisions politiques que ce qu'un vice-président a habituellement. Parce que c'est vraiment, on appelle ça un duo choc. Biden-Harris, puis elle le suit partout actuellement. Elle est décisionnelle aussi, beaucoup, nous a-t-on dit. Donc, elle est après se faire la main. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben moi, ce que je crois, c'est que les démocrates sont au courant de l'état de santé de Joe Biden, de son âge,
et ils veulent faire en sorte que Kamala Harris soit capable de prendre le relais très rapidement si on S'il avait arrivait à le quelque faire, chose. s'il OK. arrivait quelque chose puis qu'on avait à le faire rapidement. Donc, je crois que chez les démocrates, on prépare Kamala Harris à être capable de prendre le relais très rapidement s'il S'il arrivait arrivait quelque chose. quelque chose. Je crois que c'est déjà pensé pour... Une dernière question concernant le clan Trump. Euh, Dans votre avis, à vous, est-ce qu'il se pourrait que, et vous en avez parlé, qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection en 2024? Et est-ce que c'est votre opinion? Vous avez parlé de Ivanka tantôt, mais, Je mais, sais qu'il en a parlé. mais juste un instant, mais les républicains sont pas fatigués de le voir? On- 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 c'est sûr qu'il faut faire la nuance. Est-ce qu'il va être sur la ligne pour la course républicaine à Oh la oui, présidence? Peut-être. Peut-être aussi qu'il va chercher à mettre Ivanka à sa place. Maintenant, est-ce que les républicains vont le choisir comme ça, candidat? c'est une Ça, autre c'est affaire, une ça. autre histoire. Et Exactement. je crois que les républicains veulent un peu mettre euh, une croix sur la partie Trump de leur histoire pour aller vers un autre Vers candidat une autre. qui a un autre type de Mais, personnalité. mais une chose est certaine, c'est qu'il ne sera pas loin. Ça, d'après moi, il ne sera pas loin. Il va être, surtout si c'est sa fille qui pourrait se présenter, on Mais va c'est le... sûr que Trump a tout le, toute la frange un peu plus populiste du Parti républicain est très derrière Trump. Donc, il ne faut pas... c'est un peu comme le Parti conservateur au Canada avec les gens qui supportaient Maxime Bernier. Voilà. Et quand Maxime Bernier est parti pour fonder son propre parti, ben, il est parti avec un certain nombre de Oui. supporters avec lui. Finalement, bon, ça n'a pas marché. Donc, les gens sont retournés vers le Parti conservateur, mais il reste que Maxime Bernier était un peu l'équivalent canadien de Donald Trump. Et quand il part, ben, il a amené certains, il Il a a amené amené ses troupes. certains anciens C'est ça, députés avec lui. exactement. Exactement. Donc, c'est un peu la même chose. Là. Je, je pense que, mais là, M. Biden est en poste officiellement depuis le 20 janvier dernier. Euh, Refaire l'unité des États-Unis, refaire l'unité du peuple américain, parce que l'unité est brisée totalement, là. Ça ne sera pas une mince tâche, parce que déjà, il a commencé un peu, mais seulement que est-ce qu'il va avoir assez de 4 ans pour refaire l'unité? Ben, refaire l'unité, ça dépend de ce qu'on considère, mais l'unité aux États-Unis, on l'a eu. Est-ce qu'on l'a eu vraiment dernièrement? Ça fait, je veux dire, ça fait bien avant Trump qu'il y a des problèmes d'unité, là. À Noir, part, visite blanc, etc. Il y a eu bien des à choses. partir du moment où est-ce qu'on n'est pas en guerre active, souvent, l'unité elle n'est pas nécessairement présente. Là. Souvent, l'unité dans un pays se présente suite à un traumatisme. Donc, c'est sûr qu'après le 11 septembre, les Américains se sont soutenus ensemble parce qu'ils venaient de Oui. subir une attaque. Puis là, c'était plus le temps de faire des guerres Non, entre absolument pas. démocrates et Serrer républicains. les coudes, c'était le temps, là. Exactement. Donc, après un trauma comme ça, les gens se serrent les coudes, mais pas longtemps après, ben, les guerres de politique reprennent. Là. Et de l'unité aux États-Unis, ça Elle n'a fait jamais des... été, elle a été existante, mais pas, sûrement pas à 100%. Là. Ça, c'est sûr. Ça ne se peut pas. Exactement. C'est sûr qu'il y a eu des périodes moins critiques Oui, que moins d'autres. critique et d'autres Il y périodes. il y a des fluctuations, Oui, oui. mais il Parce que reste que... c'était un grand pays. Puis, Oui, et aux États-Unis, il y a vraiment deux clans politiques. Fait que les républicains n'aiment pas les démocrates n'aiment pas les républicains, et ça ne partant, changera rien. c'est ça. Puis ça va toujours être de même. Exactement. Fait qu'il y a une ça. limite. On peut réussir à faire que les relations soient un petit peu plus harmonieuses, mais de refaire une unité, je crois qu'il ne faut pas non plus croire à une utopie Bon, oui, qui n'est pas possible. Là. C'est ça. Madame Moore, on va parler de la démission de Julie Payette comme gouverneure générale du Canada.
Première question, est-ce que vous êtes en faveur de la monarchie? Ben, je crois que toute la question de la monarchie s'inscrit dans une question de réforme démocratique. On ne peut pas enlever des morceaux à notre système démocratique sans reconstruire. Fait qu'on ne peut pas juste enlever un morceau sans repenser notre système parlementaire. Et Oui, c'est une chose qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain, là. Ça, c'est sûr et certain, parce que la monarchie, ça fait des siècles, comme on dit, qu'elle existe. On ne peut pas arriver demain matin et dire, OK, on met un terme à ça, on n'est plus dans la monarchie, on met ça de côté. Ça ne peut pas se faire de même, là. non, parce que ça va prendre une réforme démocratique, parce que, bon, les lois sont approuvées par le gouverneur en conseil. Donc, Oui, dans le fond, le lieutenant-gouverneur est, si on peut dire, le dernier rempart pour refuser, par exemple, une loi oui. qui n'aurait juste pas de bon sens. Donc, dans le fond, si on enlève la monarchie, bien, il faut déterminer c'est quoi, si on peut dire, notre sécurité, notre dernière ligne de sécurité, par quoi elle va être remplacée, c'est-tu la Cour suprême, qu'est-ce qui va en être. Donc, tu sais, tout ce qui est abolition de monarchie touche le système parlementaire, touche la vie démocratique, puis il faut revoir ça dans son ensemble. Et la réforme démocratique, elle est due depuis longtemps, et à chaque fois, les gens baissent les bras On parce ne que veut c'est pas quelque toucher à chose de ça. complexe. C'est ça. Mais ça doit se faire parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses qui ne marchent pas. Et on ne peut pas juste enlever des morceaux à la pièce parce que chaque morceau qu'on enlève a un impact sur d'autres morceaux. Donc, c'est jamais aussi simple que ça. Mais Avez-vous, absolument, dans une réforme parlementaire, il faut considérer l'abolition de la monarchie. vous avez siégé, vous, à Ottawa. Est-ce qu'il y a des projets de loi ou une loi qui a déjà été refusée par la gouverneure générale ou le gouverneur général du Canada? Non. La plupart du temps, ça se fait Fait que pas. ça n'arrive pas. Ça se fait pas. Mais c'est un rempart théorique. Donc, par exemple, il y aurait un parti néo-nazi qui prendrait le pouvoir majoritaire au Canada. Ça serait le dernier rempart pour empêcher Pour, de passer. pour bloquer une loi. Pour, Exactement. OK. Donc, tu sais, c'est un rempart théorique qui n'est jamais utilisé parce que la plupart du temps, on n'a pas à faire ça. Et on s'entend aussi que pour que le gouverneur général s'oppose à une loi, il faudrait que ça soit quelque chose qui soit contraire, totalement en contradiction avec C'est les ça. valeurs canadiennes. On n'empêche pas, on ne vote pas contre un budget ou on n'empêche pas un budget parce qu'on n'est pas d'accord puis qu'on investirait Non, l'argent je autrement, là. comprends. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de très grave, un retour en arrière Mais fondamental pour empêcher est-ce qu'on la peut loi. dire que ce poste-là, c'est un poste honorifique? C'est très protocolaire. Oui, oh, beaucoup, 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 beaucoup. Très, très, Puis très protocolaire. qu'est-ce qui fait que les ex-gouverneurs, on pense à Michel Jean, à Mme Thibault, qui est au Québec, par exemple, M. Farrier, à Julie Payette, des dépenses. Bon, une, c'est des dépenses abusives, l'autre, c'est des voyages abusifs, l'autre, c'est Mme Payette, on sait qu'on lui reprochait d'être sévère, d'être arrogante, les mots nous manquent ou presque. Qu'est-ce qui fait que est-ce que, excusez l'expression, là, mais est-ce qu'on s'enfle la tête? Ben, je crois qu'il y en a qui ont quand même eu des attitudes plus raisonnables, puis souvent, parce qu'ils ont eu des attitudes plus raisonnables, on se souvient un peu moins de leur nom. Tu sais, Adrienne Clarkson, je pense qu'elle a quand même été correcte, puis c'est quand même une femme qui est encore impliquée au niveau international, qui essaye encore de faire avancer plusieurs causes. Peut-être que la problématique réside dans le manque de contrôle de la gestion de ce bureau-là. Comme le gouverneur général répond à théoriquement à la reine, peut-être qu'il y a une problématique au niveau de l'utilisation des budgets, au niveau de l'utilisation des moyens financiers, des règles de ce qui est permis de réclamer ou pas. Et ça, je pense que ça devrait être vu, à savoir comment on gère et qui supervise un petit peu ce qui est fait Oui, de parce que cette... là, il ne semble pas y avoir de supervision Exactement.
Puis les redditions de comptes ne se font pas. On dirait qu'on est à deux mains dans le plat de bonbons, puis on ne voit pas la fin jamais, jamais. Puis il n'y a Deux. personne qui nous donne une tape là pour dire t'en as assez mangé, là, des bonbons. Là. Non, mais c'est ça, il n'y a personne qui le surveille, le plat de bonbons. Et voilà, exactement. Il Il est mis là sur la table, puis. Il est mis là, puis c'est à volonté ou à peu près. Puis ben, quand il manque de bonbons, écrivez-nous, on va vous renvoyer. On vous envoie un beau gros sac. Mais on ne se posera pas de questions à savoir pourquoi il en manque quand je t'en ai je l'avais mis pour 3 mois, puis ça fait qu'un mois, puis il n'y en a plus. Vous n'avez mangé gros, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça la problématique. C'est tout le mécanisme de reddition de compte qu'il n'y a pas au niveau de ces fonctions-là. Autrement dit, on est libre. Et un peu trop. Un peu trop, oui. J'aime le mot un peu trop. Êtes-vous surprise qu'il y ait 74 qui souhaitent abolir la monarchie? Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas le 74 c'est le 26 Vous, c'est quoi qui vous surprend là-dedans? Pas grand-chose, là, ça me surprend pas. Je crois que c'est correct. Là. On s'entend 3, que... 3 sur 4 qui veulent l'abolir, pour vous, c'est... Oui, c'est toujours une proportion plus élevée au Québec. Oui, parce qu'il n'y a pas d'attachement à la couronne britannique. Mais de manière générale, le système monarchique, c'est quelque chose qui est vraiment à côté de la vie du quotidien de la plupart des gens. Donc, la plupart des gens savent pas ce qu'un gouverneur général fait. Fait que, toi encore, ça ne savent pas c'est qui. Oui, exactement. On a des gens qui ne sont pas capables de nommer le premier ministre, donc le gouverneur général encore moins. Donc, quand on vous demande, êtes-vous en faveur d'abolir quelque chose que vous n'avez aucune idée à quoi ça sert, habituellement, ben... Ah, c'est la reine, ça, là? Oh, regardons point de ça. C'est un peu ce que c'est qu'on entend. Mais se met à aller fouiller un petit peu pour leur demander, oui, mais le gouverneur général, il fait quoi exactement? Ben, il est là, puis il gagne un gros salaire. C'est un peu parce que, et pour terminer sur ça, j'ai juste quelques questions, parce que ça nous coûte 56 millions par année. Salaire annuel de la gouverneure, c'est 150 000 par année. Il y a une pension à vie. Comme Mme Payette faisait juste 5 ans, elle a une pension à vie de 12 000 par mois, 100 000 de frais de dépenses. C'est là que ça accroche, je pense. C'est là que les gens s'offusquent à ça. Oui, bien, c'est sûr que, la pension à vie, ça, c'est très comprenable et, ça serait à réfléchir parce que, il reste aussi que ça n'a pas du tout le même impact quand on nomme, par exemple, une gouverneure générale qui a dans la quarantaine au début de son mandat versus quelqu'un qui a 80 ans au début de son mandat. C'est pas du tout le même impact, la pension à vie. Fait que ça, c'est un élément très particulier. Au niveau des salaires, c'est sûr que c'est un rôle très protocolaire, mais on s'entend que le salaire est quand même similaire au salaire des députés fédéraux ou aux sénateurs. Il n'y a pas une différence si abjecte que ça entre le salaire d'un sénateur ou de la gouverneure générale. Mais c'est toutes les dépenses qui viennent avec les déplacements, le FLAFA protocolaire, etc., où est-ce qu'on se pose des questions. Les dépenses liées aussi à la sécurité, où est-ce que, oui, il faut assurer la sécurité, sauf que les factures montent très vite quand on parle de sécurité, déplacement en avion, etc. Et toutes les personnes autour du gouverneur. Puis de comprendre exactement c'est quoi leur rôle. Est-ce que ces personnes autour-là sont vraiment nécessaires ou pas? Donc, oui, les gens ne comprennent pas le rôle du gouverneur général, mais ils comprennent encore moins bien le fonctionnement du bureau du gouverneur général avec c'est qui les employés, qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi le besoin de tant d'employés. Donc, c'est ça. Donc, ça devient très difficile pour la plupart des gens d'accepter ces montants-là quand on n'a aucune idée dans le concret à quoi ça sert. C'est ça. Très vitement, êtes-vous pour un impôt sur la pandémie? Prélèvement d'impôts, qu'on met ça sur la pandémie. Au niveau des entreprises, vous parlez de ceux qui sont... En général. En général. Vous travaillez, vous, on vous prélève 0,5 % de votre salaire pour mettre dans une case pandémie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien,
je crois que, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas, ça va être déguisé de toute façon parce que, tu sais, il va rester qu'à un moment donné, on va retomber sur nos pieds puis il va falloir réajuster les impôts en mon Dieu, fonction oui. des finances publiques. Fait qu'on le paye là ou que finalement, que ça soit juste une augmentation générale des impôts puis une révision des crédits d'impôt. Il va falloir qu'on Il arrive va avoir à des quelque chose conséquences pareil, parce financières. qu'on parle probablement d'un déficit possible entre 352 milliards et 380 milliards. C'est pas de la petite broue, comme on dit. Là. Donc, il va y avoir de quoi qui va se passer, parce que sans ça, l'équilibre budgétaire, on ne l'aura jamais là, à ce moment-là. Exactement. Il va y avoir des impacts financiers pour les 10 prochaines années de cette pandémie-là. Donc, c'est sûr que faire un impôt spécial pandémie, je crois que c'est un petit peu ridicule. C'est sûr que peut-être qu'on devrait aller en chercher à ceux que, au niveau des entreprises, ceux que la pandémie leur a permis de s'enrichir parce qu'ils étaient dans des secteurs qui ont été favorisés parce que... Et ça, il y en a plus qu'on pense. Puis qui ont pu vendre leurs produits avec des prix surajoutés, surélevés par rapport à la valeur réelle du produit. Ça, oui. Au niveau des particuliers, je ne crois pas que ça soit utile. Je pense que de toute façon, il va falloir réajuster les impôts et taxes en fonction de l'état de l'économie une fois qu'on va être sorti de cette pandémie-là. Est-ce qu'on peut parler pour 2021 d'odeur d'élection fédérale? Fort probablement, oui. On le sait, des gouvernements minoritaires qui survivent plus que 2 ans, c'est très rare. La moyenne est habituellement 18 mois qu'on parle, mais entre 18 et 24. Oui, et on s'entend aussi que Justin Trudeau est de plus en plus critiqué, ça devient de plus en plus difficile pour lui. Ce qui a l'air, c'est d'avoir choisi de rester en place. Au niveau stratégique, peut-être que ça aurait été préférable pour le Parti libéral qui annonce que ça a été sa dernière élection et qu'il y ait une course au leadership. Moi, personnellement, je crois que si le Parti libéral veut avoir une chance de revenir au pouvoir majoritaire, ça ne pourra pas se faire avec Justin Trudeau à la barre du Parti libéral. Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'au moment où l'on se parle, M. Trudeau n'a pas d'adversaire solide. M. O'Toole, là, il n'est pas un adversaire solide avec tout ce qu'il fait actuellement. Il est indécis sur à peu près tout. Il n'est pas... Oui, mais il y a une base qui va toujours voter pour conservateur, peu importe qui. Oui, ça, par exemple, c'est vrai. Fait que, tu sais, même s'il n'est pas populaire au point d'aller rechercher le gouvernement, je ne crois pas que les libéraux de Justin Trudeau vont pouvoir aller rechercher une majorité avec Justin Trudeau à la tête du parti. Je vous donne juste 1 minute parce qu'il en reste très peu. Puis je sais que ça va être dur de répondre à cette question-là dans 1 minute, mais la demande de Pierre Elliott Trudeau à Power Corporation, Desmarais et compagnie, d'activer les investissements à l'extérieur du Québec pour faire monter le taux de chômage de 10 à 15 et 20 pour nuire au Parti québécois dans les années 76, 77, 78. Vous trouvez ça comment, vous? Je n'ai pas vraiment été très surpris. Mettons que ce n'est pas quelque chose que j'ai tombé en bas de ma chaise. On est du même avis. Je me suis dit que moi, d'habitude, je donne mon avis, mais je n'ai pas été surpris plus que ça. Hein. Ben moi, quand j'ai été en campagne électorale, de ce que j'ai entendu de la part des électeurs par rapport à Pierre Elliott Trudeau versus Justin Trudeau, les gens n'avaient pas une opinion très favorable de Pierre Elliott Trudeau et je trouvais ça très drôle parce que les gens hors Québec, les autres députés, ils disaient « Ah, mais là, c'est Justin Trudeau, le chef au Québec, il va, tu sais, le nom de Trudeau. » J'étais comme « Non, au Québec, le nom de Trudeau, là, il passe pas très bien. » Disons que même on veut défaire l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Non, c'est ça. Fait qu'on s'entend que oui. Bon, j'ai trouvé ça très moche, comme ce qu'il a fait, mais j'ai pas été très surprise. Madame Moore, merci infiniment. Toujours très intéressant de vous recevoir et je vous remercie de votre présence à cette émission. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.